Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant la jonction Josephson ou effet Josephson qui combine les propriétés des supraconducteurs et l'effet tunnel. Alors, d'abord voyons pour l'effet tunnel. Donc supposons qu'on ait une bande de conducteurs séparée en deux par une fine barrière d'isolant. En général, pour fabriquer une fine barrière d'isolant, on oxyde sous une fine épaisseur un des deux métaux, et c'est donc un oxyde d'un des deux métaux qui est utilisé. Les électrons circulent dans cette bande de métal conductrice et ils peuvent passer à travers la barrière d'isolant par effet tunnel. Ce faisant, les énergies de Fermi, les niveaux de Fermi s'égalisent parce que tant qu'ils sont écartés, les électrons ont de l'énergie et peuvent franchir la barrière par effet tunnel jusqu'à égalisation des deux niveaux. Appliquons maintenant un potentiel. Cela modifie le potentiel chimique des électrons, ce qui induit le passage d'un courant. Ainsi, si l'on trace en fonction du potentiel le courant, disons pour une jonction aluminium-plomb à une température de 1,6 Kelvin. À cette température, le plomb devient supraconducteur, tandis que l'aluminium, lui, reste dans l'état normal. Si on applique un champ magnétique de 0,27 Tesla, on est au-dessus du champ critique et le plomb reste normal. Dans ce cas-là, la loi qui relie le courant à la tension est une droite, c'est la loi d'Ohm, tout à fait normale. Par contre, si on a un champ nul, le plomb est alors supraconducteur et on constate que pour de faibles tensions, on n'a pas de... Pour de faibles voltages, on n'a pas de courant. Et ce n'est que lorsqu'on atteint, ici on a 2 millivolts, lorsque l'on atteint E fois V, la charge d'électron fois le potentiel, environ égal à delta T, à ce moment-là, qui est à peu près ici, à ce moment-là, un courant apparaît et il grimpe assez vite, puis après se comporte de manière plus normale, rattrapant la courbe des substances non supraconductrices. Ce comportement peut être compris du fait que les paires ne vont pas passer dans l'aluminium, qui est une substance normale, non pas supraconductrice. Seuls les électrons le peuvent. Mais dans l'état supraconducteur, ce que l'on a, ce sont des paires, plus des électrons qui peuvent se trouver dans un état excité. Si l'on trace les niveaux d'énergie de part et d'autre de la jonction, avec le niveau de Fermi, dans l'aluminium, on aura les états remplis jusqu'au niveau de Fermi avec quelques électrons dans l'état excité. Pour le plomb, on a de part et d'autre, ici on a la valeur de delta, n'oublions pas que le gap est de 2 delta. Ici on a les paires de Cooper qui remplissent le niveau. Et on a quelques électrons qui se trouvent dans l'état excité, avec le gap de 2 delta. Les électrons ici peuvent facilement passer et combler le vide sous le niveau fondamental, tandis que ici, les électrons pourront facilement passer de ce côté-ci.
les paires ne passant pas. Et donc, il faut qu'il y ait des électrons excités avec une valeur de 2 delta. Ce qui explique le comportement. Si on a 2 supraconducteurs de chaque côté, à ce moment-là, on n'a pas de courant à faible tension jusqu'à ce que EV atteigne delta 1 plus delta 2. Ainsi, si l'on trace la courbe du courant et de la tension, pour la jonction étain-plomb, à une température inférieure à 3,4 Kelvin, pour que l'ensemble soit supraconducteur, on observe une montée du courant, un pic, une descente, et puis une montée ici. Ici, on est à 1,5 mV. Ici, à peu près à 1 mV. Ceci correspond à delta 1. Ça grimpe, et puis ça se comporte de manière normale. Ici, on est à delta 1 plus delta 2. Et donc, dès que suffisamment d'électrons sont excités, l'ensemble devient un conducteur brusquement avec une courbe proche d'une loi d'Ohm. Et à basse tension, le courant est extrêmement faible. Notons qu'à la valeur delta 1 moins delta 2, en valeur absolue, on observe un pic avec ensuite une baisse du courant. Donc dans ce régime-là, la résistance est même négative. C'est-à-dire que le courant baisse quand la tension augmente. On peut à nouveau expliquer ça avec des graphiques analogues à ceux-ci. C'est beaucoup plus complexe dans le cas de 2 supraconducteurs, parce qu'on a à la fois des courants d'électrons et de trous, et on a des phénomènes un peu plus compliqués. Tout ça s'explique aussi très bien en appliquant la théorie BCS. Josephson, en 1962, a montré que si la barrière est très fine, de l'ordre de 10 angstroms, donc c'est extrêmement fin, on peut aussi avoir, dans un matériau totalement supraconducteur, un courant de paire, de Cooper, à travers la barrière, même s'il n'y a pas de différence de potentiel de part et d'autre. Le courant maximum, toutefois, ne peut pas dépasser une valeur maximum I0, qui est donnée par pi fois delta 0 sur 2E R, où R est la résistance de la barrière pour un courant normal. Si on note phi, la différence delta θ de phase de la fonction d'onde de part et d'autre de la jonction, on montre aussi que le courant est I0 fois sinus phi. Le sinus ne pouvant pas avoir une valeur plus grande que 1, pour une situation donnée, la phase s'adapte de façon à avoir le courant approprié. Alors, dans la prochaine vidéo, donc ça c'est ce que Josephson a découvert, dans la prochaine vidéo, nous parlerons, nous décrirons, il y aura du calcul, mais à nouveau dans les grandes lignes, nous décrirons comment on trouve ces résultats. Je vous remercie.